Manifestation des militaires ce mardi à Abidjan et dans les principales villes. Ces derniers réclament l'avancement et de meilleurs soldes. Prestation de serment ce mardi de Michel Kafando comme président de la transition du Burkina Faso. Sa mission s'achèvera avec les élections de novembre 2015. État d'urgence décrété lundi à Ferguson. Le gouverneur du Missouri a pris cette décision en prévision d'une possible flambée de violence. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, sur cette séquence d'informations sur SICA. Bienvenue à vous. En Côte d'Ivoire, des militaires réclamant de l'avancement et de meilleurs soldes ont manifesté ce mardi à Abidjan et dans les principales villes du pays. Ils ont par endroits tiré en l'air dans l'est du pays en signe de colère. Une colère qui a gagné partout dans les casernes, notamment le camp d'Akwedo, le plus important de la capitale économique ivoirienne et qui avait été l'objet d'une attaque début septembre. Ce mouvement de grogne a démarré à Bouaké, la deuxième ville ivoirienne, où des barricades ont été posées par plusieurs groupes de dizaines de soldats. Le mouvement s'est ensuite étendu au reste du pays. Quelques dizaines de sapeurs-pompiers et de militaires ont entravé le trafic aux abords du plateau, le quartier administratif et d'affaires d'Abidjan. En après-midi de ce mardi, le ministre ivoirien de la Défense, Paul Kofi a demandé aux militaires de regagner leur poste. Le ministre a également annoncé une série de décisions pour les calmer, comme le paiement d'arriérés de soldes et de frais de déplacement, ainsi qu'une meilleure couverture de frais de santé. Puis, ce mardi toujours, prêtait serment Michel Kafando en tant que président de la transition de Burkina Faso. C'est parti donc pour une période d'1 an qui devrait s'achever avec la tenue d'élections en novembre 2015. Diplomate de carrière, Kafando n'entrera en fonction que vendredi quand Isaac Zida lui transmettra le pouvoir lors d'une cérémonie de passation de service. Eh bien, à l'issue de sa prestation de serment, le nouveau président du Faso a prononcé son premier discours, une très courte allocution dont nous vous proposons un extrait. Je voudrais vous dire que je reçois cette charge avec beaucoup d'honneur, mais aussi avec beaucoup d'humilité. L'humilité de quelqu'un qui est conscient que le pouvoir qu'il détient appartient au peuple. Et que de ce fait, son exercice ne doit souffrir d'aucun abus, d'aucun excès. Faute d'avoir observé cette suprême vérité, des pouvoirs politiques, même érigés en forteresse, ont définitivement scellé leur destin. Pour ma part, je tiens à vous rassurer que l'autorité que nous entendons incarner, je dis bien nous avec le gouvernement et le Conseil transitoire, le Conseil national transitoire, nous serons hautement respectueux de notre Constitution et de la charte que nous venons d'adopter. Nous tenons pour vérité que la loi fondamentale est, toute circonstance, est le premier devoir élémentaire du citoyen. La constitution d'un pays est le référentiel de l'organisation même de l'État. À trop la mouvementer, il s'ensuit une déstructuration sociale et partant des bouleversements regrettables comme ceux que nous avons connus il n'y a pas longtemps. Notre pays ne saurait être une république bananière. À partir de la douloureuse expérience que nous venons de vivre avec le fameux article 37 voué aux gémonies, nous avons les yeux ouverts. La jeunesse burkinabé a les yeux ouverts. Les femmes burkinabées ont les yeux ouverts. Et plus rien ne sera comme avant, s'agissant du respect scrupuleux
de l'ordonnancement politico-juridique de notre pays. Au Nigeria, la campagne dans le cadre des élections générales de février 2015 a officiellement démarré. À Lagos, fief du principal parti d'opposition, les discussions politiques s'animent dans les marchés de la ville. On s'interroge sur l'opportunité d'un second mandat pour le président Goodluck Jonathan au bilan très contesté. Reportage. Le président Goodluck Jonathan a annoncé mardi dernier sa candidature à sa succession pour la présidentielle de février 2015 dans un contexte sécuritaire critique dans le nord-est du pays où le groupe islamiste Boko Haram étend son emprise en multipliant les tueries. Goodluck Jonathan, âgé de 56 ans, dirige le pays le plus peuplé d'Afrique depuis mai 2010, date à laquelle, alors vice-président, il avait succédé à Umaru Yar'Adua à la mort de celui-ci. Il avait ensuite remporté la présidentielle de 2011. Depuis ce lundi, la campagne pour les élections générales de février 2015 est officiellement lancée dans le pays. Les forces politiques disposent désormais de quelques semaines pour présenter leur programme à la population nigériane, mais face à la situation sécuritaire de plus en plus dégradée dans le pays, beaucoup de Nigérians s'interrogent sur l'opportunité de reconduire l'actuel président. Cela fait longtemps qu'on vote. Ça fait combien d'années? On n'a vu aucun changement. Alors, pour qui est-ce qu'on va voter? Je ne fais plus confiance aux candidats parce qu'une fois qu'ils sont élus, ils ne font que ce qu'ils veulent, pas ce que le peuple veut. Vous voyez, ils ne se battent pas pour la masse, ils se battent pour eux-mêmes, pour s'en mettre dans les poches. La situation dans le pays est très mauvaise. En termes de sécurité, vous avez vu les attentats dans le nord. Il devrait faire plus d'efforts pour résoudre les problèmes. On devrait laisser une autre chance au président pour voir s'il pourra parvenir à changer le Nigeria. Comme il n'a pas réussi la première fois, on devrait lui donner une autre chance en le réélisant président du Nigeria en 2015. Comme cela, on verra s'il peut corriger ses erreurs. Au lendemain du massacre des lycéens de Potiskum, plus de 6 mois après l'enlèvement de plus de 200 adolescentes de Chibok et les nombreux attentats perpétrés cette semaine dans le nord-est du Nigeria, toujours aux mains des islamistes du groupe Boko Haram, les nouvelles promesses du président Goodluck Jonathan risquent d'être accueillies avec beaucoup de scepticisme au Nigeria. Slim Chiboub est de retour dans son pays, la Tunisie. C'est ex-président du club omnisport de l'Espérance sportive de Tunis et gendre du président tunisien déchu Zine El Abidine Ben Ali est condamné à la prison ferme dans son pays. Un jugement qu'il a contesté ce mardi au palais de justice de Tunis. Les partisans de Slim Chiboub, venus nombreux supporter leur leader devant le palais de justice de Tunis. Cet homme d'affaires présidait le club olympique de l'Espérance sportive de Tunis. Son équipe de football est l'une des plus populaires du pays. Il est de retour au bercail pour contester sa condamnation par contumace à 5 ans de prison pour détention illégale d'armes à feu. Slim Chiboub défend son innocence et demande un non-lieu. Le dossier est basé uniquement sur un témoignage qui n'est pas fondé et qui émanait d'une personne qui est en même temps accusée. Installé aux Émirats arabes unis depuis janvier 2011 à la chute de son beau-père Ben Ali, Slim Chiboub dit faire confiance à la justice tunisienne d'aujourd'hui. Il se tient prêt à accepter sa décision. On pense que ce timing il est favorable et que les tribunaux et les juges tunisiens aujourd'hui peuvent trancher ce genre de litige sans pression de la rue, je parle. On pense que le climat politique en Tunisie a changé. Le retour de Slim Chiboub en Tunisie intervient au moment où d'anciens responsables du régime Ben Ali font un retour en force sur la scène politique à la faveur des élections législatives du 26 octobre dernier. Élections remportées par le parti anti-islamiste Nida Tounes qui compte de nombreux proches de l'ancien régime.
Aux États-Unis, à présent, dans l'État du Missouri, on attend la décision du grand jury de Ferguson en charge d'annoncer si le policier blanc responsable de la mort du jeune noir Michael Brown doit être inculpé ou non. En prévision d'une possible reprise des violences à Ferguson, le gouverneur du Missouri a pris un arrêté ce lundi pour décréter l'état d'urgence. Prévenir toute possibilité d'émeute à l'annonce des conclusions des enquêtes sur la mort du jeune noir Michael Brown, abattu le 9 août dernier en pleine journée par Darren Wilson, un policier blanc. C'est le but de l'arrêté du gouverneur du Missouri, entré en vigueur lundi pour une période de 30 jours. Il ordonne que des policiers soient déployés à Ferguson et demande à la Garde nationale du Missouri de se tenir prête à renforcer au besoin l'effectif de ces policiers. Les autopsies demandées par la famille de la victime et le ministère de la Justice attestent que le jeune homme avait été atteint d'au moins 6 balles. Un grand jury du comté de Saint-Louis doit annoncer prochainement s'il inculpe ou non son meurtrier, ce qui signifie que ce dernier sera ensuite jugé ou au contraire blanchi si les jurés retiennent la légitime défense. La décision du grand jury est attendue à tout moment, au plus tard d'ici la fin de ce mois. Quoi qu'il décidera, le gouverneur du Missouri veut pouvoir être pleinement préparé à toute éventualité, des émeutes raciales ayant éclaté à Ferguson après la mort du jeune Michael Brown, entre autres. Place à présent à la revue de presse qui va retracer les principaux titres des journaux parus ce jour sur le continent africain. Assassinat du président rwandais Juvenal Habyarimana, encore du chemin pour faire éclater la vérité au grand jour. Nous ouvrons ainsi la revue de ce mardi avec le site d'information Marianne qui par rapport au dossier s'interroge. Pourquoi le témoin clé contre Paul Kagame se retraite? Une interrogation sous-tendue par l'attitude de Josiah Abdul, l'homme qui depuis 5 ans affirmé soutien avoir participé en 1994 à l'assassinat d'Habyarimana, prétend aujourd'hui avoir tout inventé. Plus grave, un autre coup de théâtre, rapporte Afrique Presse. Émile Gafirita, un autre témoin, qui lui devrait être entendu prochainement par des juges dans cette affaire, vient d'être enlevé. Il aurait été intercepté devant chez lui, précise le site d'information 7/7, par 2 hommes qui l'ont menotté et forcé à entrer dans leur véhicule. Tout en s'interrogeant que cache cet enlèvement, Coralie Kiange voudrait espérer que le témoin porté disparu sera retrouvé vivant et qu'on lui permettra de témoigner de ce qu'il connaît au sujet de l'affaire qui, jusqu'à ce jour, constitue tout un mystère. L'impasse, elle semble irréversible au sein du FPI, note Le Nouveau Réveil. Afi, remonté contre le patron de Notre Voix, opte pour son limogeage. C'est une bataille inutile, s'écrit l'RHDP, qui relève que les 2 camps rivaux se disputent la dépouille du FPI. Une coquille presque vide qui ne devrait pas susciter tant d'ébauches d'énergie. Alors que ses partisans se déchirent aussi bien en exil qu'à Abidjan, affiche à sa une le quotidien ivoirien Le Jour Plus, Gbagbo s'apprête quant à lui à faire face à son destin en juillet prochain. Son procès s'ouvre à La Haye le 7 du mois. Au Burkina, c'est Michel Kafando qui a à écrire une toute nouvelle page de son histoire. Le tout nouveau président de la transition est attendu mardi pour prêter serment. Mission accomplie pour l'armée, s'exclame l'Observatoire Palga, qui imagine que le désormais ancien chef d'État ne disparaîtra pas de sitôt des écrans radars burkinabés. Dans la transition, poursuit-il, il aura un certain rôle à jouer, occuper, pourquoi pas, le fauteuil ministériel de la Défense. Au quotidien Le Pays d'ajouter, en tenant parole avec la manière, Zida entre dans l'histoire par la grande porte. Il présage la cérémonie de passation de service qui dotera le président Kafando des pleins pouvoirs liés à sa charge, une formalité qui passera comme une lettre à la poste. Si dans l'ensemble, le cœur est à la gaieté et au soulagement au pays des hommes intègres, au Bénin, dans la partie septentrionale plus précisément, c'est la panique qui semble avoir gagné les populations et personnels de santé. Des décès suspects d'agents de santé à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta seraient à l'origine de la psychose. En attendant les résultats des prélèvements effectués, croit savoir la nation, le ministre de la Santé
joue la carte de l'apaisement. Et c'est ici que je dépose ma plume et retiens mon souffle tout en souhaitant tout le meilleur au peuple béninois, jusque-là épargné par l'épidémie à virus Ebola. À demain. Et nous vous souhaitons également très bonne suite des programmes sur SICA. Merci pour votre attention chaque fois renouvelée.